Elle a chanté l'amour comme personne d'autre. Sa voix éraillée a traversé les guerres, les océans et a gravé la vie en rose dans la mémoire du monde. Aux yeux du public, Édith Piaf était l'incarnation du courage, de la passion et de la gloire française. Mais derrière cette image lumineuse, un mystère plane. Encore, plus de 60 ans après sa disparition. Car le jour où elle s'est éteinte, les journaux n'ont pas tout dit. On a modifié l'acte de décès, on a brouillé les pistes. Pourquoi? Que voulait-on cacher? Était-ce la peur d'entacher une légende ou l'ombre d'un drame plus sombre encore? Ce secret, soigneusement gardé, continue d'intriguer chercheurs, fans et journalistes. Alors, qu'y a-t-il vraiment derrière la mort de la môme Piaf? Pour le comprendre, il faut remonter bien avant ce dernier souffle. Elle naît le 19 décembre 1915 dans une petite chambre de la rue de Belleville à Paris. Sa mère, une chanteuse de rue d'origine italienne, et son père, un acrobate normand, vivent dans la pauvreté la plus totale. L'enfant reçoit à peine un prénom. Édith, en hommage à Édith Cavell, infirmière héroïque de la Première Guerre mondiale. Mais très vite, la vie lui impose sa première tragédie. Abandonnée par sa mère, confiée à sa grand-mère maternelle, elle grandit dans la saleté et la misère. La légende raconte qu'elle était si mal nourrie qu'elle resta presque aveugle jusqu'à l'âge de 7 ans. Ce n'est que grâce aux soins d'une autre grand-mère, propriétaire d'une maison close en Normandie, que ses yeux retrouvèrent la lumière. Déjà, le destin de Piaf se construisait sur des cicatrices. Enfant, elle découvre la puissance de sa voix dans la rue. Avec son père, elle chante devant les soldats, les passants, les curieux. Sa silhouette menue, ses grands yeux noirs et surtout ce timbre éraillé bouleverse. La gamine ne connaît rien de la technique musicale, mais elle a ce don brut, cette capacité à transformer sa douleur en mélodie. Les passants la surnomment déjà la môme, ce petit bout de femme qui, à peine adolescente, semble porter tout le poids du monde. Les années 1930 la plongent dans le Paris populaire, grouillant de bars enfumés et de cabarets misérables. C'est là, en 1935, qu'elle croise Louis Leplé, patron du cabaret Le Gernise, sur les Champs-Élysées. Il est fasciné par cette voix qui n'appartient à personne d'autre. C'est lui qui forge son surnom, la môme Piaf, le moineau. Un surnom qui deviendra son identité, sa marque éternelle. Grâce à Leplé, Piaf enregistre ses premiers disques et séduit déjà une partie du tout Paris. Mais la tragédie n'est jamais loin. Quelques mois plus tard, Leplé est assassiné dans des circonstances troubles. La presse la soupçonne, l'opinion publique se détourne. Sa carrière aurait pu s'arrêter net là. Pourtant, elle trouve un autre mentor, Raymond Assau, parolier exigeant qui la pousse à perfectionner son art. Ensemble, ils donnent naissance à des chansons comme Mon légionnaire, qui propulse Piaf au rang de vedette. Pendant l'occupation, Piaf continue de chanter. Ces spectacles, donnés devant des soldats allemands comme devant des résistants, alimentent les rumeurs. Était-elle complice ou patriote? Après la libération, elle est soupçonnée de collaboration. Mais grâce à ses liens avec plusieurs résistants, elle échappe aux condamnations. Au contraire, elle se refait une image de grande patriote, aidant même à relancer les carrières de jeunes artistes. Parmi eux, un certain Yves Montand, qu'elle prend sous son aile, et dans ses bras. Piaf est autant formatrice qu'amante. Sa vie sentimentale tumultueuse devient indissociable de son... Au milieu des années 1950, Édith Piaf n'est plus seulement une chanteuse populaire. Elle est devenue une véritable ambassadrice de la France dans le monde. Ses concerts affichent complets à New York, Londres, Montréal, Rio. Sur les scènes internationales, elle se produit devant des milliers de spectateurs, mais conserve toujours son rituel. Robe noire simple, main jointe, projecteur unique. Ce dépouillement scénique renforce la puissance de sa voix, qui semble porter l'âme de Paris. Elle enchaîne les succès discographiques, La vie en rose, Milord, Padam Padam, L'accordéoniste. Chaque chanson devient un classique, repris par des artistes de tous horizons. Dans la presse américaine, on la surnomme « The Little Sparrow with the Big Voice ». Des critiques britanniques affirment qu'aucune chanteuse n'a jamais transmis autant d'émotions brutes. Pour les Français de l'après-guerre, elle incarne la Renaissance, un mélange de douleur assumée et d'espérance retrouvée. À ce stade, Piaf a tout, la gloire, l'argent, la reconnaissance internationale. Elle fréquente les grands de ce monde, croise les stars d'Hollywood, inspire écrivains et poètes. Sa carrière atteint une dimension que peu d'artistes français avaient connue avant elle. Tout semble sourire à la môme Piaf, et pourtant, derrière les applaudissements, son destin s'apprête à basculer vers des zones
plus sombre. La vie d'Édith Piaf, derrière les triomphes et les ovations, fut marquée par une succession de drames intimes. Ses amours, toujours intenses, semblaient voués à l'échec. Ses maladies, implacables, l'ont détruite lentement. Et sa mort, enfin, ajoutait une couche de mystère à une existence déjà hors du commun. Le premier grand chapitre sentimental commence au début des années 1930, avec Louis Dupont, un ouvrier normand. Piaf, alors âgé d'à peine 20 ans, trouve auprès de lui une stabilité précaire. En 1933, elle donne naissance à sa fille unique, Marcelle. Mais le bonheur est de courte durée. La petite meurt à 2 ans d'une méningite. C'est une blessure indélébile, un premier deuil qui hantera à Piaf toute sa vie. La relation avec Dupont se délite. Il reproche à Piaf de privilégier sa carrière naissante plutôt que leur foyer. Elle choisit la scène, quitte son compagnon et s'engage dans une vie d'artiste, où chaque victoire publique masque une défaite intime. Au milieu des années 1940, Piaf rencontre Yves Montand. Elle le découvre dans un cabaret et décide de le prendre sous son aile. Rapidement, ils deviennent amants et partenaires artistiques. Piaf façonne son image, lui ouvre les portes de l'Olympia et l'élève au rang de star montante. Leur relation est passionnée mais déséquilibrée. Elle est la mentor, lui l'élève en quête d'indépendance. En 1946, Montand s'éloigne pour tracer son propre chemin. Piaf vit cette séparation comme une trahison, mais elle aura marqué son parcours. Elle confiera plus tard qu'elle avait toujours peur d'être abandonnée. Puis vient le grand amour le plus célèbre, Marcel Cerdan, champion du monde de boxe. Leur rencontre, en 1948, est un coup de foudre. Ensemble, ils incarnent la France victorieuse, l'énergie, la vitalité. Piaf rayonne à ses côtés. Mais le 28 octobre 1949, alors qu'il s'apprête à la rejoindre à New York, Cerdan meurt dans un accident d'avion. Piaf s'effondre. C'est pour lui qu'elle écrit et chante « Hymne à l'amour », une chanson devenue immortelle. Cet amour brisé devient le pivot de sa vie. Après Cerdan, plus rien ne sera jamais pareil. La douleur ouvre la voie à l'autodestruction. En 1952, elle tente pourtant de se reconstruire en épousant Jacques Pils, un chanteur connu. Ce mariage est son premier vrai engagement officiel. Mais la relation est minée par les tournées, les jalousies et surtout les dépendances. Piaf, déjà marquée par l'alcool et les médicaments, ne trouve pas la stabilité espérée. En 1956, le couple divorce. Pour la presse, c'est la confirmation que Piaf n'est pas faite pour le mariage. À la fin des années 1950, Piaf vit une liaison avec Georges Moustaki, jeune chanteur et compositeur de 20 ans son cadet. Leur histoire fait scandale. Elle est déjà affaiblie, lui est inconnu. Mais leur passion est réelle. Ensemble, ils écrivent Milord, un de ses derniers grands succès. Pourtant, la relation se termine dans la douleur, et Moustaki devient pour beaucoup le symbole de la décadence d'une Piaf vieillissante accrochée à des amours impossibles. En 1962, coup de théâtre. Pia épouse Théo Sarapo, un autre jeune chanteur grec, encore plus jeune que Moustaki, 20 ans d'écart. Les journaux hurlent au scandale, mais Pia s'en moque. Elle veut aimer et être aimée, malgré la maladie qui la ronge. Avec Sarapo, elle enregistre « À quoi ça sert l'amour ?» Aujourd'hui, cette chanson sonne comme une question tragique, laissée sans réponse. Parallèlement à ces amours maudits, la santé de Piaf se dégrade inexorablement. En 1951, un accident de voiture la laisse avec de multiples fractures. En 1958, un autre accident aggrave son état. Elle souffre d'une polyarthrite déformante qui la paralyse peu à peu. Pour calmer les douleurs, elle recourt à la morphine, jusqu'à en devenir dépendante. L'alcool s'ajoute à ce cocktail destructeur. Sur scène, elle tient encore, mais en coulisses, elle s'écroule. Les photos montrent une silhouette amaigrie, un visage creusé. La presse parle de la chanteuse détruite par ses excès. Et pourtant, la voix résiste. En 1960, Pia enregistre « Non, je ne regrette rien ». La chanson devient un triomphe, adoptée comme hymne national. Pour le public, Piaf renaît. Mais c'est une illusion. Chaque concert est une épreuve. À Lille, en avril 1963, elle s'écroule sur scène. Les spectateurs comprennent, la fin approche. Le 10 octobre 1963,
Dans sa villa de Place Cassier, près de Grasse, Pia s'éteint. Elle n'a que 47 ans. Officiellement, une hémorragie interne liée à ses maladies. Mais le scandale éclate aussitôt. Son corps est transporté en secret à Paris et l'acte de décès falsifié. On écrit qu'elle est morte à Paris le 11 octobre. Ses proches disent qu'elle voulait mourir à Paris, mais le doute plane. Certains parlent d'overdose, d'autres d'euthanasie discrète. La vérité reste floue. Le mystère s'épaissit quand, quelques heures après l'annonce, son ami intime Jean Cocteau meurt à son tour d'une crise cardiaque. Coïncidence troublante qui alimente la légende, comme si Piaf avait emporté avec elle les âmes qui lui étaient liées. Le 14 octobre 1963, Paris lui rend un hommage immense. Plus de 40 000 personnes accompagnent son cercueil jusqu'au Père-Lachaise. Jamais depuis Victor Hugo la capitale n'avait vu pareil cortège. Mais l'Église refuse une messe funèbre, jugeant sa vie trop dissolue. C'est l'abbé Leclerc qui, défiant l'interdit, bénit son corps. Un dernier acte de rébellion, fidèle à l'esprit Piaf. Ainsi s'achève une existence brûlée par l'amour et la douleur. Louis Dupont, Yves Montand, Marcel Cerdan, Jacques Pils, Georges Moustaki, Théo Sarapo. Autant de noms qui dessinent le portrait d'une femme incapable de vivre sans aimer, mais toujours condamnée à perdre. À ces blessures s'ajoutent les maladies, les dépendances, les scandales, et enfin une mort entourée de mystères. Mais c'est justement cette succession de drames qui transforme Piaf en mythe. Sa vie fut un combat, sa mort une énigme, et son nom une légende immortelle. La mort d'Édith Piaf ne fut pas seulement une disparition individuelle, mais un séisme national. Dès l'annonce officielle, la France entière s'arrêta. Les kiosques furent pris d'assaut, les radios diffusaient en boucle La vie en rose et Non, je ne regrette rien. Dans les cafés, dans les marchés, chacun semblait avoir une histoire à raconter liée à Piaf. Un concert auquel il avait assisté, une chanson qu'il avait fredonnée, un souvenir d'après-guerre où sa voix avait réchauffé les cœurs. Mais derrière cette vague d'émotions, un malaise s'installait. Pourquoi avoir falsifié l'acte de décès? Pourquoi ce mensonge administratif? Pour certains, ce n'était qu'un détail, destiné à préserver l'image d'une artiste inséparable de Paris. Pour d'autres, c'était la preuve que même dans la mort, on cherchait à contrôler le récit, à dissimuler une vérité plus sombre. Le débat prit rapidement une dimension politique et médiatique. La réaction de l'Église catholique ne fit qu'ajouter à la controverse. En refusant des funérailles religieuses, elle envoyait un message clair. La vie de Piaf, jugée trop dissolue, ne méritait pas l'honneur de la liturgie. Ce refus scandalisa une grande partie de la population. Comment pouvait-on priver celle qui avait donné sa voix à tout un peuple d'un dernier hommage spirituel? Cette décision fut perçue comme une fracture entre les institutions et le peuple. La foule, elle, choisit son camp. Plus de 40 000 personnes accompagnèrent Piaf au Père-Lachaise, défiant symboliquement l'autorité religieuse. La presse française, elle aussi, se divisa. Les quotidiens sérieux saluèrent l'artiste en soulignant son rôle de témoin du siècle. Une voix née dans la misère, devenue emblème national. Les journaux à sensation, au contraire, exploitèrent les zones d'ombre. Addiction, excès, amour scandaleux. Le contraste renforçait l'image paradoxale de Piaf, à la fois muse et martyr, génie et victime. À l'international, la résonance fut immédiate. Aux États-Unis, on la comparait à Billie Holiday et à Marilyn Monroe, trois destins féminins broyés par leurs démons. En Allemagne, en Italie, au Japon, ces disques remontaient dans les classements. Piaf n'était plus seulement une chanteuse française, elle devenait un mythe universel, incarnation de la passion et de la fragilité humaine. Les artistes de sa génération témoignèrent de leur stupeur. Charles Aznavour rappelait combien Piaf avait été essentiel pour sa carrière. Marlène Dietrich parlait d'une sœur d'âme disparue. Pour Yves Montand, c'était une perte à la fois intime et collective. Ces voix renforçaient l'impression que Piaf ne disparaissait pas seulement comme femme, mais comme une partie de l'identité française. Dans les semaines qui suivirent, les disques de Piaf se vendaient par millions. Hymne à l'amour et Non, je ne regrette rien devinrent des hymnes funèbres, repris dans les foyers, les cérémonies et même dans les manifestations politiques. Sa voix résonnait comme une présence, comblant le vide laissé par son absence. Au fond, la mort de Piaf atteignit son point culminant non pas dans l'événement lui-même, mais dans ce qu'elle révéla.
l'attachement viscéral d'un peuple à une femme qui avait chanté ses blessures. La France ne perdait pas seulement une chanteuse, elle perdait un miroir dans lequel elle s'était reconnue. Et c'est précisément ce vide, cette faille béante, qui transforma le deuil en légende. Plus d'un demi-siècle après sa disparition, Édith Piaf reste bien plus qu'une chanteuse. Elle est devenue une légende. Ses chansons continuent de résonner dans les rues de Paris, dans les films, dans les mariages, dans les moments de deuil. La vie en rose, hymne à l'amour, non, je ne regrette rien. Autant de titres qui ont traversé le temps et qui continuent de parler à chaque génération. Son héritage est double. D'un côté, elle symbolise la résilience. Une enfant abandonnée, élevée dans la misère, devenue la voix d'un peuple. De l'autre, elle incarne la fragilité. Un corps brisé, une vie consumée par la passion et la douleur. C'est ce contraste qui fait de Piaf une figure universelle, à la fois héroïne et victime, étoile filante et mythe éternel. Le cinéma, le théâtre, la musique et même la technologie n'ont cessé de la ressusciter. Le film La Môme, en 2007, a rappelé au monde entier son destin hors norme. Les expériences de synthèse vocale par intelligence artificielle ravivent aujourd'hui sa voix, suscitant fascination et malaise, comme si Piaf refusait de disparaître complètement. Mais au fond, que reste-t-il d'elle? Une voix, certes, mais aussi un mystère. Ses amours tragiques, ses excès, son décès entouré de zones d'ombre, tout cela nourrit une légende que l'on ne pourra jamais totalement expliquer. Et peut-être est-ce là le secret de son immortalité. Piaf ne meurt pas, car Piaf reste une énigme. Et vous, croyez-vous que toute la vérité sur Édith Piaf a été révélée? Ou bien cache-t-elle encore, quelque part, un secret jalousement gardé? Partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires où les légendes rencontrent leur mystère.